je me suis dit hors de question de me mettre dans une posture rendre coup pour coup, mais plutôt rendre coup pour amour. Et ça a été quelque chose que j'ai toujours cultivé, que mes parents aussi m'ont transmis dans leur éducation avec leurs enfants. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de transformer cette force, cette colère en quelque chose de positif pour la société. Souvent, on imagine que l'engagement au service d'une cause est inné, qu'il va de soi, qu'il est évident. Les personnes que vous allez entendre ont toutes fondé une association qui soutient des femmes en situation de vulnérabilité. Pour certains, cet engagement arrive après un long cheminement. Pour d'autres, après un événement qui s'est produit dans leur vie, qu'ils ont vécu dans leur chair, un déclic, une révélation à soi et pour les autres. En coproduction avec le Fonds L'Oréal pour les femmes, Se Révéler raconte le parcours de celles et ceux qui chaque jour contribuent à changer la société. Abdelali El-Badawi est infirmier de profession. Parmi ses nombreux engagements au service des autres, il a fondé et préside l'association Banlieue Santé, qui lutte contre les inégalités sociales de santé. À 6 ans, il est victime d'un grave accident qui le marque profondément et qui va précipiter son engagement. Donc à l'âge de 6 ans, j'ai un accident donc je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps. Et donc très tôt, j'ai compris qu'il y avait la question des inégalités, elle était cruciale, notamment parce que mes parents sont d'origine marocaine, il est très analphabète. Et donc ça a commencé comme ça, ma vie. Je ne savais pas traduire ça comme une inégalité, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal, d'injuste et donc de palpable pour moi, mais que je ne pouvais pas traduire par un terme bien exact. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet accident, et notamment le fait que mes parents, et notamment surtout ma mère, de voir dans ses yeux cette incapacité à pouvoir faire quoi que ce soit, et puis finalement se sentir démuni de voir son enfant dans cet état, de ne pas pouvoir savoir si il va vivre, va survivre. Et donc en réalité, ça a généré un truc très fort chez moi, tout petit, que j'ai gardé, que je garde encore aujourd'hui. Je ne me rappelle pas de grand chose de ma vie, mais ça a été extrêmement marquant pour moi. Un événement comme celui-ci, c'est un événement qui te fait grandir plus vite que les autres, qui te fait voir très vite qu'il faut prendre en compte tout un tas de paramètres autour de soi pour réussir à apporter la meilleure réponse pour soi-même, mais aussi pour les autres, notamment mes parents, parce qu'ils étaient très inquiets. Et donc il a fallu aussi que je fasse preuve de résilience très tôt pour que je puisse pas leur donner ou leur être une charge. C'est vrai, le parcours d'immigrés pour venir travailler en France déjà a été un parcours assez complexe pour beaucoup de nos parents et beaucoup de ces personnes, parce que partir d'un village, arriver dans un pays qui leur est inconnu, quitter sa famille, quitter ses enfants, son épouse, sa mère, c'est déjà un déchirement. Et la réalité, c'est que il le faisait parce qu'il avait envie probablement d'amener peut-être un niveau de vie beaucoup plus conséquent pour sa famille, pour ses enfants et pour son épouse. Et travailler dans les mines de charbon, mais aussi parce que mon grand-père aussi travaillait dans les mines de charbon. Et donc, du coup, faire les allers-retours tous les ans pour voir sa famille une fois dans l'année parce qu'il ne prenait pas de vacances toute l'année pour partir juillet-août, comme beaucoup finalement de ces travailleurs immigrés. Et la question de l'amiante et du silicose et de sa maladie a été vraiment quelque chose de assez lourd à porter parce que
près de 20 ans à parler autour de la table de chaque dîner, cette question de l'amiante, du silicose, de cette inégalité, cette injustice on nous a pas soignés, on nous a pas informés, on nous a pas protégés, on n'a pas pris soin de nous, on nous a pas reconnus. Et puis aussi le fait de voir ses copains décédés à tour de bras parce que c'est une maladie qui peut être ravageuse. Donc elle donne des cancers du poumon. Et donc il y avait une certaine forme d'injustice que j'avais ressentie. Il y avait une forme de colère que j'avais en moi. Et j'ai essayé aussi de me dire que cette colère, quelle solution on pouvait apporter. Et ça a été quelque chose de puissant pour moi parce que je me suis dit hors de question de me mettre dans une posture rendre coup pour coup, mais plutôt rendre coup pour amour. Et ça a été quelque chose que j'ai toujours cultivé, que mes parents aussi m'ont transmis dans leur éducation avec leurs enfants. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de transformer cette force, cette colère en quelque chose de positif pour la société. Déjà, moi, je voulais soigner les mots MOT, les mots à l'école, parce que je ne les avais pas appris. Finalement, j'ai voulu soigner les mots MAUX des patients. Et en fait, je suis tombé sur un cadre de santé qui m'a dit, écoute, viens faire un stage de 2 semaines, tu ne fais rien de ta vie. J'étais un gamin, 17 ans, je suis resté 7 ans finalement. 7 ans à l'hôpital faire le ménage, ça a été une grande école. C'est 7 ans de pur bonheur, c'est 7 ans de quelque chose de puissant, qui m'a permis finalement de faire ce lien avec les gens, avec les patients, de prendre le temps avec eux. Parce que quand l'infirmière ou le médecin vient dans la chambre, reste 5-10 minutes, nous, la femme ou l'homme de ménage, dans un service hospitalier, il prend le temps de faire le ménage. Une demi-heure, 40 minutes, etc. Et donc pour moi, c'était plutôt une valeur ajoutée de prendre ce temps. Et ce qui m'a marqué dans cette situation, c'est la rencontre de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est une petite femme, bout de femme, 80 ans passés, qui était en chirurgie et qui est assise sur son siège avec un regard hyper figé. Et à un moment donné, je la regarde, je dis « Marie-Antoinette, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Et je le dis avec une spontanéité et un sourire. Et elle me dit « Non, j'ai besoin de rien. Vous m'avez tout donné. » Et là, je lui dis « Mais je vous ai pourtant rien donné. » Et elle me dit « Si, vous m'avez donné un sourire. » Chose qu'on ne m'avait pas donnée depuis très longtemps. Et c'est là que j'ai compris l'importance du don immatériel. Et ça a été marquant pour moi. C'est ce qui m'a fait grandir et c'est ce qui a fait partie de ce cheminement de ce que je suis devenu aujourd'hui et comment je me suis construit. En réalité, pour tout vous dire, la vocation, moi j'ai toujours voulu être médecin pour soigner les gens parce que c'est ce que m'avaient apporté les médecins à l'hôpital et avocat pour défendre les droits. Cette justice sociale au service du soin, au service de la santé de tous, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. J'ai ni fait médecine, ni du droit, j'ai fait mieux que ça. J'ai créé une organisation qui aujourd'hui recrute des avocats, des médecins pour réfléchir à des projets qui ont du sens. Et en 2018, j'ai décidé de tout quitter pour créer cette organisation qui s'appelle Banlieue Santé. Banlieue Santé, qui veut dire lieu banni, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. La question de Banlieue Santé, c'était aussi de dire, notre sujet, c'est d'abord de lutter contre les inégalités sociales de santé, réduire cet écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup. Il y a à peu près entre 8 et 10 années d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres sup en France. Et donc, il y avait un enjeu de raccorder ces public en angle mort vers la santé et de réduire cet écart d'espérance de vie et d'avoir un impact à long terme sur la vie des gens et non pas juste un impact très siloté. J'ai comme ambition, et c'est ce que nous avons comme ambition dans notre travail, d'avoir une vision des politiques publiques décloisonnées parce que c'est essentiel. Alors comment on fait ? Déjà, on prend le temps d'écouter. On prend le temps d'écouter et on prend surtout le temps de regarder ce qui se passe autour de cette écoute. Et la réalité, c'est qu'elle nous révèle une chose. 1, les publics en situation de vulnérabilité ont des compétences.
Et c'est ça que nous allons chercher chez eux. C'est transformer cette vulnérabilité en compétence, cette compétence en résilience et en solution d'enjeux sociétal, d'enjeux finalement de politique publique. Parce que arriver avec une solution toute faite, ça ne marche plus maintenant. Les gens sur le terrain peuvent très bien avoir des solutions. Donc il faut leur donner les moyens. Et donc on a commencé à amener la santé au plus près. Donc par un bus de socio-esthétique, notamment avec L'Oréal, dans les quartiers. C'est ce qui nous a permis finalement, et en ruralité, d'identifier des publics en situation de vulnérabilité, des femmes qui vivent ce qu'on appelle chez Banlieue Santé ce millefeuille des inégalités sociales. Et donc il y a un enjeu, c'était de vraiment repartir au terrain et de comprendre ce qui s'y passe dans le terrain. Et quand vous posez la question à ces femmes, est-ce que tu vas bien? Elle te dit, mes enfants, mon mari, mes parents. Mais toi, tu penses quand à toi? Elles ne te disent pas, ah oui, c'est vrai, j'y ai pensé. Non, mais moi, c'est pas grave. J'ai pas besoin de penser à moi. Un bus de socio-esthétique, c'est un bus qu'on a fait sillonner les quartiers, les territoires, où dedans, on avait des socio-esthéticiennes, on avait du matériel d'esthétique, il y avait des moments de temps de pause et de prendre soin de soi, mais aussi de leur donner des conseils de beauté autonome, sans faire en sorte d'avoir beaucoup trop de produits à la maison. Et donc ça, L'Oréal nous a apporté son savoir-faire, on a amené le nôtre, on a connecté nos deux savoir-faire et on a permis d'avoir une réponse sociale, une réponse sanitaire, ce qui nous a permis d'éveiller des consciences et surtout, ce qui nous a permis d'identifier qu'il faut créer des lieux, des unités de temps et de lieux. Parce que la réalité, c'est que ces femmes te disent toutes la même chose. Je ne travaille pas parce que telle réponse économique, telle réponse de service public est à tel endroit et moi je ne peux pas y aller, je n'ai pas le permis, il n'y a pas de bus qui passe, etc. Et donc on s'est dit, en fait, on va créer un lieu dans leur quartier qui leur appartient et on va faire venir les réponses. Les réponses économiques, les réponses sociales, les réponses sociétales, les réponses de service public dans ce même lieu qui va permettre d'avoir une réponse très concrète, très directe pour ces femmes. Et donc c'est là où est né le projet Le Café des Femmes. Le Café des Femmes, c'est des lieux de vie qu'on a installés dans des quartiers, mais au-delà, dans des villes, Clichy-la-Garenne, Marseille, Montreux, Melun, Plaisir, Aulnay, Toulouse, Roubaix et autres, sont des lieux qui sont des lieux portés par les femmes. Des lieux qui sont beaux, des lieux qui sont cosy, confort, mais aussi des lieux où on y trouve tout en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un coin beauté, socio-esthétique, prendre soin de soi, du coworking, une kitchenette, des salles de réunion, une micro-crèche. Parce que ce qu'on a compris, c'est que beaucoup ont des freins, parce que la garde de l'enfant, elles n'ont pas des moyens de garde, etc. On va avoir ce qu'on appelle une réponse collective et commune dans un même lieu, l'unité de temps et de réponse et de résolution sociale. Et donc ces lieux de vie qui sont beaux, ce qu'on appelle chez le Café des Femmes un peu l'aéroport. Quand on vient, la destination qui permet d'avoir une réponse, je dirais, de pistes d'atterrissage et de décollage des projets sociaux. Et ça, pour nous, on y croit beaucoup. L'ambition, c'est de faire une centaine de cafés des femmes, si ce n'est plus, et d'ailleurs dans d'autres pays. Et avec le soutien aujourd'hui des grands groupes et puis aussi de l'État pour la France. On a monté un programme en 3 étapes dans le Café des Femmes. De 0 à 3 mois, la question de l'estime de soi, la socio-esthétique, la socio-coiffure et tout ce qui s'ensuit. De 3 à 6, on rentre dans un processus, on va régler tes problèmes de surendettement, de garde d'enfants, d'appartements, de tout ce dont tu as besoin. Et la 3e étape, c'est rentrer dans l'employabilité, la formation, etc. Et ça, c'est une réussite parce qu'on a des exemples. Je parle de Samira qui est rentrée à l'école de Nôtre, qui pensait jamais penser à rentrer à l'école de Nôtre, qui sort de major de promo. La maison de Nôtre, c'est une maison culinaire, d'art culinaire française, très connue mondialement. C'est des étudiants de Chine, des États-Unis qui se rassemblent en France et qui sont formés sur la pâtisserie, sur la viennoiserie, la boulangerie, les métiers de la cuisine et autres. Et Samira, c'est une femme qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a éduqué ses enfants et accompagnée d'un mari formidable qui l'a soutenu et qui s'est mis en congé sympathique pour que sa femme puisse commencer cette formation, parce qu'elle en rêvait. Elle a fait cette formation, elle est sortie major de promo, et je me rappelle d'une phrase que le chef étoilé lui avait dit le jour où il a décerné son diplôme, et il lui a dit en une phrase, Samira, c'est de l'amour. Elle donne de l'amour quand elle travaille. C'est ce qu'on appelle chez Banlieue Santé la capacitation d'agir
le pouvoir d'agir de ces femmes. Et ça, pour nous, c'était essentiel de faire de la haute couture avec elles et vraiment redonner cette confiance en elles pour qu'elles puissent, elles, construire finalement par elles-mêmes les projets qui sont les plus adaptés à leurs besoins localement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans chacun de nos projets, chacune de nos initiatives, on a une vision anthropologique, sociologique, géographie de la santé, mais parce qu'on se dit qu'on ne peut pas construire un projet socialement responsable si on n'implique pas les habitantes et les habitants de ces territoires. Vous venez d'écouter Se Révéler, un podcast coproduit par le Fonds L'Oréal pour les femmes et Friction. Merci à Swat Boutegrabé, Rana Amra, Djeriata Ndiaye, Alan Caillot, Camila Rios-Armas et Abdelali El Badawi pour leur confiance, leur témoignage et leur engagement. Retrouvez nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming et sur friction.co.